Le documentaire traite d'un conflit majeur et de violations graves des droits humains. Certains faits évoqués ici peuvent être difficiles à entendre. Notre objectif est informatif, analytique et strictement éducatif. La chute d'El Fasher n'est pas un simple événement militaire. C'est un symbole. Le centre d'une crise humanitaire que l'ONU classe aujourd'hui parmi les pires du monde contemporain. Plus de 13 millions de personnes déplacées, des dizaines de milliers de morts et près de 30 millions de personnes dépendent de l'aide. Mais comment un pays, autrefois porteur d'espoir démocratique, a pu basculer dans une telle tourmente? Pour comprendre, il faut revenir là où tout semblait encore possible. En 2019, une mobilisation populaire gigantesque renverse le président Omar el-Béchir. Après 30 ans de pouvoir, le Soudan vit un moment historique. L'espoir d'une transition démocratique. Mais cet espoir reposait sur un compromis fragile, et ce compromis allait être fatal. Le gouvernement de transition, symbolisé par les forces de la liberté et du changement, devait partager son pouvoir avec les militaires. Les généraux dont Abdel Fattah al-Burhan conservaient le contrôle des secteurs économiques clés. L'or, les routes commerciales, les infrastructures stratégiques. Le pouvoir réel ne quitta jamais l'appareil militaire. En octobre 2021, l'équilibre instable se brise. Coup d'État d'Al-Burhan, suspension du premier ministre civil, fin de la constitution de transition. Ce basculement ouvre la voie à la guerre totale qui éclate en avril 2023. Le Soudan se retrouve déchiré entre deux forces. Les forces armées soudanaises, FAS, dirigées par Abdel Fattah al-Burhan, chef d'État de facto, et les forces de soutien rapide FSR, menées par Mohamed Hamdan Dagalo. Ces deux hommes partageaient pourtant le même conseil de transition. Mais les ambitions, les rivalités économiques et le contrôle du territoire les ont transformés en adversaires mortels. Les FSL ne sont pas une force nouvelle. Elles proviennent directement des milices Janjaweed, connues pour les violences massives au Darfour dans les années 2000. En 2013, ces groupes sont officialisés dans l'appareil d'État sous l'autorité d'Omar el-Béchir, avec la participation d'Al-Burhan. L'appareil sécuritaire d'hier est devenu l'un des protagonistes de la guerre d'aujourd'hui. El Fasher, capitale du Darfour Nord, était le dernier grand centre urbain tenu par l'armée, un refuge pour plus de 250 000 personnes déplacées. Après des mois de siège intense, la ville tombe aux mains des FSR. Les organisations internationales font état d'exactions graves contre des civils, d'attaques contre des infrastructures médicales et de violences ciblées. L'ONU évoque des violations massives du droit international humanitaire. Des analyses indépendantes comme celle de BBC Verify confirment des éléments laissant penser à des crimes commis pendant la prise de la ville. Le conflit réactive des tensions ethniques historiques, en particulier contre des groupes non arabes dont les Massalites. Plusieurs espèrent, ces actes évoquent une logique de persécution systématique. Près de la moitié de la population soudanaise dépend d'une aide extérieure. Près de la moitié de la population soudanaise dépend d'une aide extérieure. Dans certaines régions, la situation se rapproche de la famine. Les organisations humanitaires affrontent barrières administratives, blocage d'accès, insécurité généralisée, expulsion de hauts responsables internationaux. Tout cela entrave délibérément l'acheminement de l'aide. L'ONU, l'UNICEF et plusieurs ONG rapportent que des violences sexuelles sont utilisées comme outils de domination et d'intimidation. Les violences visent parfois des groupes identifiés, ce qui fait craindre une instrumentalisation ethnique. Ces actes constituent des violations graves du droit humanitaire
et sont documentés par plusieurs institutions internationales. Pourquoi ce conflit dure-t-il? Parce qu'il est financé. Le Soudan possède l'un des plus grands gisements d'or d'Afrique. Selon les experts de l'ONU, une grande partie de cet or transite par les Émirats arabes unis, qui contestent ces accusations. Cet or finance l'achat d'armes, la logistique militaire, les alliances régionales tiennent davantage l'armée régulière. Le Soudan devient ainsi un théâtre de rivalité régionale. Des enquêtes d'Amnesty International indiquent que certaines armes européennes auraient fini dans le conflit via des circuits indirects, malgré les embargos. Malgré tout, l'esprit de la révolution soudanaise n'est pas éteint. Comité de résistance, les Emergency Response Room, les cuisines communautaires continuent d'aider les civils avec une efficacité remarquable. Ils sauvent des vies, souvent au péril de la leur, et témoignent d'une résilience extraordinaire. La crise soudanaise renvoie aussi aux voisins. Le Soudan du Sud, pays riche en pétrole mais ravagé par la corruption. Entre 2021 et 2024, le programme pétrole compte 2,2 milliards de dollars alloués, 2,2 milliards de dollars alloués, moins de 5% réellement construits, près de 1,7 milliard détournés selon des analyses satellites. En ce temps, le ministère de la Santé recevait moins de 1% du budget national. C'est l'illustration parfaite de l'effondrement d'un État capturé par ses élites. La guerre au Soudan est une lutte intense pour le pouvoir, amplifiée par des rivalités ethniques anciennes, prolongée par des financements externes, alimentée par le commerce de l'or, aggravée par la faiblesse de la réponse internationale. Les grandes puissances sont impliquées directement ou indirectement, ce qui explique une inertie diplomatique presque totale. Alors demeure une question essentielle. Si les condamnations ne suffisent pas, que pourrait être une véritable action internationale? Peut-on imaginer une stratégie ciblée sur les circuits du commerce de l'or ou sur les chaînes d'approvisionnement en armes? Ce débat reste ouvert.